Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Marie-Albert, responsable risque pays à COFACE. Il y a également dans la salle Madame Baïsson, qui est la représentante régionale de COFACE à qui vous pouvez vous adresser. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer un petit peu de vous apporter un éclairage sur la situation économique mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et surtout, où va-t-on ? Alors bien évidemment, c'est un petit peu ambitieux en 20 minutes, donc je ne vais pas être exhaustive sur tous les pays. Mais si vous avez des questions par la suite sur des pays que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas surtout. Donc peut-être pour entrer dans le vif du sujet, donc laissez-moi partager avec vous la carte des évaluations pays COFACE. Donc c'est notre vision globale risque pays. Donc je vous rappelle qu'à COFACE, donc on est spécialisé dans l'évaluation risque pays, c'est-à-dire qu'on mesure le risque de défaut moyen des entreprises d'un pays donné. Donc pour faire cette évaluation, on prend en compte des facteurs à la fois économiques, financiers, mais également politiques, le climat des affaires également. Donc comme vous le voyez sur cette carte, plus on est dans le rouge, plus on est dans une zone risquée. On a une échelle de 8 crans de A1 à E, sachant que A1 est la catégorie la moins risquée. Donc, dans un contexte de baisse des prix des matières premières, de ralentissement chinois, mais également d'accroissement des tensions politiques, COFACE a procédé à de nombreux déclassements ces derniers trimestres, parce qu'on fait cet exercice trimestriellement. Donc là, vous avez le résultat de notre exercice de juin. Et on a déclassé, encore une fois, beaucoup de pays émergents, notamment la Chine, des pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou encore l'Algérie, mais également des pays asiatiques qui souffrent du ralentissement chinois, comme Singapour ou encore la Corée. Et on a également déclassé les États-Unis, compte tenu du risque de crédit qui nous paraît de plus en plus élevé. Mais toutefois, quand même, une fois n'est pas coutume, l'Europe est aussi pourvoyeuse de bonnes nouvelles. On a aussi reclassé des pays en Europe, notamment la France. On en reparlera un petit peu par la suite, parce qu'on a notamment un nombre de défaillances en recul en France, avec des profits qui augmentent à nouveau. Les pays d'Europe centrale aussi, orientale, se portent un peu mieux. La Roumanie, la Slovénie ou encore la Lituanie ont été reclassés. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'en Europe, on est quand même sur une dynamique un peu plus positive, même si les choses sont lentes et progressives. On constate moins de défaillances, mais effectivement, on a beaucoup d'aléas baissiers. On va y revenir sur l'économie, et notamment des incertitudes politiques. On va y revenir. Pour continuer, là, vous avez en fait nos prévisions de croissance pour plusieurs pays jusqu'à 2017. Donc ce sont de nouvelles prévisions de septembre. Donc il n'y a pas vraiment de vrai changement sur les tendances mondiales. C'est ça qu'il faut avoir en tête. L'activité mondiale ne devrait pas rebondir significativement. On prévoit un taux de croissance de 2,5% cette année et 2,7% l'an prochain. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est globalement on a une stabilisation dans les économies avancées. Donc d'une part, on a les anglo-saxons comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui, pour nous, ont atteint un point haut et la dynamique va être beaucoup moins positive. On reparlera du Brexit, bien évidemment. Par contre, on a les pays de la zone euro où la croissance est relativement stable. Vous le voyez sur le graphique sur la gauche. On a un taux de croissance de l'ordre de 1,6-1,7%. On a quand même un découplage entre les anglo-saxons et la zone euro qui se réduit. Et de l'autre côté, bien évidemment, on a les pays émergents où le ralentissement est quand même très significatif, bien sûr, surtout chez les BRIC. Bon, bien sûr, les BRIC, aujourd'hui, c'est un concept qui est dépassé. À l'exception de l'Inde, on a quand même beaucoup de difficultés au Brésil et en Russie notamment. Donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Donc je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on a beaucoup de facteurs à la fois conjoncturels, on en a parlé déjà un petit peu, matières premières, ralentissement, demande mondiale également moins favorable, mais également des facteurs structurels comme une moindre croissance potentielle dans les pays émergents. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, on est dans un monde de croissance faible, d'inflation faible également, et de politique monétaire toujours plus expansionniste. Et dans ce contexte-là, on a une volatilité aussi accrue des marchés financiers. Donc on est un peu dans un monde à la japonaise. C'est un peu ça qu'il faut retenir, avec ce manque d'efficacité justement des politiques de relance, notamment des politiques monétaires. Après, le point qui est positif quand même dans cet environnement dégradé, c'est quand même pour les entreprises des conditions de financement qui sont
plus favorable que par le passé, malgré ces faibles perspectives quand même de croissance, on a quand même des meilleures conditions de financement. Et dans ce contexte, on voit une amélioration, notamment en termes de défaillance d'entreprises dans les pays européens. Depuis le début de l'année, c'est vrai qu'on a aussi des signes un peu d'accalmie. On avait eu quand même des turbulences sur les marchés boursiers, mais globalement, les choses se sont un petit peu calmées. On va y revenir. Et pour continuer, je vais passer maintenant à une matrice, une carte de nos évaluations sectorielles. Donc moi, je suis spécialiste risque pays, mais on a également un département qui développe l'analyse sur les secteurs et qui, à mon avis, peut beaucoup vous intéresser. Donc on évalue le risque sectoriel en 4 catégories, de risque faible en vert à risque très élevé en noir. Donc pour avoir une idée de ces évaluations, on regarde plusieurs indicateurs, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, le comportement de paiement, l'expérience de paiement enregistrée par Coface, le taux d'endettement dette et d'autres indicateurs. Et depuis le mois d'avril, pour la première fois, donc on publie sur 6 régions et 12 secteurs une évaluation sectorielle, et depuis juste quelques mois, on publie maintenant ce détail sur 17 pays. Donc ça peut vous intéresser, c'est public, c'est sur notre site. Donc c'est vrai que globalement, ce qu'il faut retenir de cette matrice, de ce tableau, c'est qu'on a des risques sectoriels qui continuent d'augmenter dans les pays émergents. On a à nouveau des déclassements, par exemple, dans le secteur de la construction en Asie émergente, où on a un risque qui est devenu très élevé. On a par contre en Europe toujours des dynamiques un peu plus positives, comme dans l'automobile en Europe de l'Ouest, ou même dans la construction. Donc sans surprise, quand on regarde un peu cette carte, on voit que l'Amérique latine, par exemple, on voit du rouge et du noir, donc c'est vraiment une zone qui est très sinistrée. Globalement, c'est les secteurs liés aux matières premières qui sont toujours très très en difficulté. C'est pas parce que les prix ont légèrement rebondi au deuxième trimestre que pour l'instant, ça va être de nature à remettre en cause notre évaluation. Donc on n'est pas en train de reclasser non plus tous les secteurs liés aux matières premières. Pour nous, l'évolution, elle est encore un peu timide. Et à l'inverse, on a des secteurs d'activité qui dépendent beaucoup plus de la consommation des ménages et qui tirent davantage leur épingle du jeu, notamment dans les pays émergents, parce qu'on a une progression un peu tendancielle quand même des revenus, on a une faiblesse de l'inflation, mais il y a quand même des grosses exceptions, très clairement, comme le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, etc., où on a des politiques, notamment des politiques qui sont négatives pour les entreprises, parce qu'on a des coupes de dépenses publiques, on a des remises en cause de subventions, donc tout ça réduit la consommation, bien évidemment. Et bien évidemment, le secteur de la construction, notamment, vous le voyez sur le tableau, est très très sinistré en Asie, mais aussi également en Amérique latine. Alors, pour poursuivre un petit peu sur l'image globale, donc très clairement, j'en ai un petit peu parlé en introduction, on a beaucoup d'aléas qui pèsent sur l'économie, l'activité mondiale, et notamment en Europe. Donc bien évidemment, on a l'impact du Brexit. Donc on va y revenir juste après en parlant du Royaume-Uni. On a bien sûr la volatilité des marchés financiers. En février, on avait eu des épisodes de volatilité. Post-Brexit, on avait quand même eu aussi un épisode de volatilité assez marqué. On a également l'évolution du prix des matières premières. Alors l'évolution du prix des matières premières, peut-être que vous l'avez vu dans la presse, juste c'était hier ou avant-hier, l'OPEP, il y a une décision historique de la part de l'OPEP qui s'est mis d'accord sur un quota de production de pétrole de 33 millions de barils jour, ce qui est historique dans le sens où ça s'est pas fait depuis 2008, mais il faut clairement pas s'emballer. C'est pas parce que le prix du baril est reparti un petit peu à la hausse suite à cette annonce que ça change réellement les fondamentaux du marché. Les fondamentaux sont amples, on a beaucoup d'offres sur le marché, y compris non OPEP, bien sûr. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à un rebond marqué du prix du pétrole malgré cet accord. Donc il faut l'avoir en tête. Parmi les autres aléas, bien sûr, on a la hausse du taux directeur américain. Donc comme on le voit sur le graphique de droite, la probabilité d'une hausse de taux au mois de décembre est de l'ordre de 51%. Donc pour l'instant, le consensus prévoit une remontée du taux directeur de la Fed en décembre. Donc tout ça pose évidemment beaucoup de questions. Ce sont beaucoup d'aléas et d'incertitudes. Et j'aurais aimé également faire un focus sur un autre risque qui nous semble
à COFAS de plus en plus important, c'est le risque politique. Et d'ailleurs, il va y avoir une étude qui va sortir prochainement sur ce sujet. Pourquoi c'est un risque qui mérite clairement d'être surveillé? Parce que c'est un risque qui pèse sur la croissance, dans la mesure où ça conduit à la fois les entreprises et les consommateurs à reporter leurs décisions de consommation et d'investissement. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, là, on a un indicateur, l'indicateur EPU, c'est un indicateur d'incertitude politique. Donc, vous voyez bien qu'avec le Brexit, la courbe en rose, l'incertitude politique avait explosé au mois de juin-juillet. Par contre, et les autres pays ont suivi également, hein, c'est pas uniquement le Royaume-Uni. Et là, c'est en train de se calmer un peu. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le degré d'incertitude politique, il ne devrait pas se réduire significativement en Europe, notamment dans les trimestres à venir et l'an prochain. Pourquoi ? Parce qu'on a un calendrier politique qui s'annonce bien sûr très chargé. On a les élections en France, on a des élections en Allemagne, mais également aux Pays-Bas notamment. Donc il y a énormément d'échéances électorales qui arrivent. Et sans compter aussi que la crise des migrants n'a pas été résolue, hein, malgré bien sûr l'accord signé avec la Turquie en début d'année. Donc ça devrait continuer d'influencer les campagnes de ces différentes élections. Donc voilà un petit peu pour l'image globale. Maintenant, je vous propose un peu de faire quelques focus sur quelques pays qui me semblaient un petit peu intéressants dans l'actualité. Vous posez peut-être des questions sur ces pays-là. Donc si on commence par le Royaume-Uni, bien sûr, le Brexit, c'est le grand sujet du moment. Donc nous, à COFAS, on a révisé à la baisse nos prévisions de taux de croissance pour l'an prochain. On prévoit une croissance de plus 0,9% l'an prochain. Donc à court terme, c'est vrai que l'incertitude et la volatilité sont prédominants, mais les premiers indicateurs ne sont pas aussi négatifs que ce qu'on anticipait. Mais il faut rester extrêmement prudent parce qu'on n'a pas beaucoup de données depuis le mois de juin pour voir quel impact le Brexit a sur l'activité réelle. Là, vous voyez par exemple sur le graphique de gauche que la confiance des consommateurs et les PMI, c'est l'indice du climat des affaires, avait considérablement chuté, notamment en juillet. Par contre, on rebondit un petit peu en août. Donc on n'a pas encore beaucoup de points pour savoir effectivement ce qu'il en est vraiment. Après, il faut avoir en tête que globalement, c'est quand même un choc négatif. Donc la demande intérieure ne devrait pas être dynamique. On a des grosses inquiétudes sur l'investissement, bien sûr, parce qu'au Royaume-Uni, l'investissement avait été peu dynamique dans la première partie de l'année. Et c'est vrai que ça ne devrait pas repartir significativement compte tenu de cette incertitude, compte tenu de cet effet perte de confiance. Par contre, la bonne nouvelle quand même pour les entreprises britanniques, c'est la baisse de la livre, bien sûr, hein, face au dollar, qui pourrait clairement booster les exportations des entreprises britanniques. Donc c'est inquiétant ce choc et les autorités en ont pleinement conscience. Elles ont réagi face au Brexit assez rapidement. On a eu notamment une baisse du taux directeur à 0,25% par la Banque centrale d'Angleterre début août, et également un assouplissement du quantitative easing. Donc ça, c'est des mesures qui visent à limiter l'impact négatif sur l'activité, et bien sûr les entreprises également. Pour le moment, on n'a pas de mesures budgétaires. On n'a pas eu de plan de relance d'urgence massif suite au Brexit, mais on s'attend quand même d'ici la fin de l'année à ce qu'un plan de relance soit annoncé, notamment dans les domaines des infrastructures, justement pour, encore une fois, limiter l'impact du Brexit. Mais in fine, effectivement, c'est très difficile de faire des prévisions de croissance dans cet environnement, parce que, bien évidemment, l'impact sur l'activité dépendra de la conclusion de l'accord avec l'Union européenne. Donc, pour le moment, les officiels disent qu'il n'y aura pas d'activation de l'article 50 avant début 2017. Donc, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que les négociations commencent très, très rapidement. En plus, il y a un délai de 2 ans pour faire pour gérer ce processus de sortie, mais clairement, c'est très probable que ça se réalise en 2 ans. Donc les choses devraient être très graduelles, devraient prendre beaucoup, beaucoup de temps par expérience quand on compare avec la conclusion d'autres accords. Donc voilà ce qu'il faut avoir en tête un petit peu pour le Royaume-Uni, sachant que sur les secteurs et les pays les plus affectés pour le Royaume-Uni, suite au choc du Brexit, il faut avoir en tête d'un point de vue secteur que bien sûr ce sont les pays les plus intégrés dans l'Union européenne
qui seront impactés, la pharmacie, l'automobile également. Mais à l'inverse, dans le secteur des métaux, on pourrait avoir à nouveau une hausse des droits de douane, donc peut-être qu'il pourrait protéger davantage le secteur des métaux. L'effet à long terme sur le plan financier est très difficile pour l'instant à anticiper, parce que comme vous le savez, les services financiers jouent un rôle très important au Royaume-Uni, hein, c'est 8% du PIB, mais pour l'instant, on ne sait pas exactement encore dans quelle mesure ils pourraient relocaliser ou pas, parce que je pense qu'on attend clairement des annonces en termes de modalités avant de se décider. Les entreprises sont dans l'attente. Et d'un point de vue, bien sûr, commercial, impact commercial et impact sur l'investissement, les pays les plus à risque, c'est bien sûr l'Irlande, les Pays-Bas ou encore la Belgique, qui sont les pays les plus ouverts et qui ont des relations commerciales étroites avec le Royaume-Uni. Pour continuer maintenant très rapidement aussi sur la France, bien sûr. Alors, que peut-on dire sur la France? Est-ce que c'est le bout du tunnel pour les entreprises? Je ne vais pas vous dire oui, parce que je pense que j'en heurterai plus d'un dans la salle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'après un début d'année quand même assez positif en France, on avait beaucoup d'indicateurs qui étaient bien orientés. On a eu une croissance nulle au deuxième trimestre. Après, il faut avoir en tête que cette croissance nulle, ça reflète beaucoup de facteurs temporaires négatifs. Il y a eu les grèves, il y a eu les attentats, notamment les attaques terroristes, et cet impact sur le tourisme, bien sûr, qui est bien connu. Hein, c'est 7% du PIB en France. Donc l'impact a quand même été très marqué. Mais malgré tout, malgré cet environnement, on a des signaux positifs du côté des entreprises en France, même si c'est progressif. On a une confiance qui repart un petit peu, l'investissement notamment dans certains secteurs comme la construction. On a quand même des points de retournement. On a une hausse des marges liée à la baisse du prix du pétrole passé, puis à mesures gouvernementales dans une moindre mesure, bien sûr. Et on a des défaillances d'entreprises qui, vous le voyez bien sur le graphique de droite, sont quand même sur une tendance baissière et selon nos calculs à COFAS, devrait reculer de 3,4% cette année. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et ça profite globalement à l'ensemble de la France. Donc c'est pour cette raison-là que nous, on a reclassé à COFAS la France en A2 en juin dernier. Bien évidemment, il y a beaucoup d'aléas baissiers, hein, je vais pas forcément tous les citer, mais c'est quand même un point positif à avoir en tête. Alors si on continue maintenant sur d'autres pays qui sont un petit peu dans l'actualité, si on parle maintenant de l'Italie, l'Italie, il est vrai que la croissance a été également nulle comme en France au deuxième trimestre, et la croissance devrait rester très, très lente et modérée cette année. Hein. On prévoit des taux de croissance de plus 0,9% et plus 1% l'an prochain. Mais le pays s'est quand même bien redressé malgré tout depuis le premier trimestre 2015. Donc il y a quand même une dynamique plus positive, notamment avec des défaillances en baisse encore une fois. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même deux risques qui nous inquiètent sur l'Italie. C'est le risque bancaire et le risque politique. Pourquoi ? Alors, sur le secteur bancaire, les problèmes ne sont pas vraiment nouveaux. Vous le voyez sur la courbe verte dans le graphique de gauche. Le taux des prêts non performants est de l'ordre de 12% en Italie, donc ça a considérablement augmenté. Hein. Ça, c'est une grosse source d'inquiétude. Les banques sont quand même actuellement en difficulté. De janvier à juillet 2016, l'indice boursier des banques italiennes a perdu 50% de sa valeur, ce qui est quand même énorme. Il y avait notamment la banque Monte dei Paschi qui a été très impactée, qui a vu son cours boursier diminuer de 80% au cours de la dernière année, ce qui est aussi énorme. Donc dans ce contexte, il a fallu réagir. Et sans surprise, quand on a regardé les résultats des stress tests européens fin juillet, cette banque notamment, mais pas que celle-là, est ressortie. Et la BCE a approuvé un plan de sauvetage pour cette banque avec la vente de 9 milliards de créances douteuses et une recapitalisation de 5 milliards. Donc le besoin de recapitalisation est quand même assez important en Italie. Et l'autre risque qui, selon nous, est à surveiller, c'est bien sûr le risque politique. On en a déjà un peu parlé. On a le référendum constitutionnel qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, même si la date n'est pas encore très très claire. Donc comme vous le voyez, les sondages sur le référendum montrent des résultats très partagés. Donc on voit clairement que le oui est très loin de l'emporter pour le moment. Bien évidemment, si Renzi démissionnait, ça poserait un problème d'autant plus important parce que ça augmenterait l'incertitude politique, ce qui causerait quand même beaucoup d'inquiétude dans le sens où l'Europe est très fragilisée et remise en question actuellement. Donc ça n'irait pas non plus dans le bon sens. Mais visiblement, il y a quelques déclarations récentes qui montrent que Renzi peut-être ne démissionnerait pas si
si le non l'emportait. Donc ça, c'est aussi une question à suivre. Si on passe maintenant du côté des émergents, sur quelques gros émergents, sur la Chine, tout d'abord. Alors, en Chine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de grosses évolutions depuis le début de l'année. Il n'y a pas de grandes nouvelles sur la Chine. Nous, à COFAS, on prévoit un ralentissement de l'activité à 6,5% cette année, 6,1% l'an prochain. On a déclassé cependant la Chine de A4 en B au mois de juin. Pourquoi ? Parce que malgré ces signes de stabilisation et malgré ce soutien à la fois budgétaire et monétaire, il y a un soutien un peu artificiel et les déséquilibres sont toujours très présents, ne sont pas corrigés en Chine. L'efficacité des plans de relance est de moins en moins importante et les inquiétudes, elles pèsent surtout au niveau des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a déclassé le pays. Pourquoi ? Parce que non seulement on a un endettement extrêmement élevé dans le pays, donc un endettement de plus de 200% du PIB, du secteur privé non financier, ce qui est énorme, et ça ne baisse pas. Ça, c'est le premier point. On a des prêts non performants, vous le voyez sur le graphique de droite, qui continuent de progresser. Donc, quand on augmente les prêts non performants de la catégorie qu'on appelle Special Mention Loans, on a des créances douteuses qui atteignent 5,8% du total des prêts. Alors, vous allez me dire, 5,8%, quand on compare aux 12% en Italie, c'est pas si énorme que ça. C'est vrai, en niveau, c'est pas si énorme que ça. Mais la dynamique, elle est quand même inquiétante en Chine. D'autre part, on voit qu'il y a, d'un point de vue microéconomique, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des entreprises, on a une montée rapide aussi du nombre de défauts sur le marché local d'obligations d'entreprise. Donc ça, c'est quand même très négatif. Et on le voit également très bien sur ces graphiques-là. Alors, COFAS fait des études, notamment dans quelques pays, des études sur le comportement de paiement des entreprises, et notamment en Chine, en Asie, et on en développe également maintenant au Maroc, et c'est en cours à Dubaï également. Qu'est-ce que nous dit cette enquête de paiement qu'on a réalisée ? Que les risques ont augmenté, bien sûr. On a 8 entreprises interrogées sur 10 qui enregistrent des retards de paiement en 2015 en Chine. Et 58% de ces sociétés disent aussi qu'il y a une augmentation du montant de ces problèmes de paiement. Donc on constate sur le graphique de gauche un allongement de la durée moyenne des retards de paiement supérieurs à 150 jours pour 10% du total des entreprises. Donc vous voyez, c'est tout à fait à droite du graphique de gauche. On a une hausse assez marquée. Et en plus de ça, quand on regarde sur le graphique de droite, on a 18% des entreprises qui ont dû faire face à des retards d'une durée particulièrement importante, donc supérieure à 180 jours, et dont le montant était supérieur à 5% de leur chiffre d'affaires. Et pourquoi c'est inquiétant ? Parce que selon notre expérience, nous, à COFAS, lorsque les impayés dépassent 6 mois, il y a 80% de chances de jamais être payé, en gros. Donc la situation, elle est quand même très inquiétante, et surtout dans le secteur de la construction, le secteur des métaux aussi. Donc cette augmentation des retards exerce vraiment des pressions supplémentaires sur la situation financière des entreprises. Et notre enquête sur l'Asie, je ne vais pas en parler en détail, mais montre à peu près la même chose, avec de gros problèmes, notamment aussi dans le secteur de la construction. Pour continuer rapidement sur le Brésil, alors la question qu'on se pose aujourd'hui sur le Brésil, c'est est-ce que le pays va sortir de l'ornière ? Alors sur le Brésil, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement la croissance, elle est toujours négative. Au deuxième trimestre, elle était de l'ordre de moins 0,6% en variation trimestrielle. Mais cette baisse, elle est de moins en moins forte. Donc c'est que le côté, entre guillemets, positif, le ralentissement est de moins en moins marqué. On sait que le pays a été touché par une crise économique, par une crise politique. Temer est au pouvoir désormais suite à la destitution de Dilma Rousseff, mais la vitesse quand même, la perte de crédibilité est très impressionnante. Donc ça, c'est une source d'inquiétude. On a dégradé, bien sûr, le Brésil à de nombreuses reprises, en 2014, en 2015, mais aussi en 2016, en début d'année. Donc clairement, au Brésil, les indicateurs sont au rouge, mais on a quand même des signes encourageants dernièrement. Pour nous, le point bas est atteint quand même au Brésil, même si la situation est fragile. Pourquoi ? Parce que concernant les entreprises, on a des indicateurs moins mauvais sur la production industrielle ou l'investissement. Concernant la consommation, vous voyez sur le graphique de droite, l'inflation en bleu commence à baisser. Donc ça va donner une bouffée d'air
un petit peu aux consommateurs, et sachant que le taux directeur est de 14% au Brésil, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait un assouplissement de la politique, ce qui devrait quand même également participer à une reprise lente au Brésil. Vous le voyez également sur les indicateurs financiers, sur le graphique de gauche. Sur le graphique de gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis début 2016, on a la bourse qui est repartie, on a la devise le réal qui s'est à nouveau apprécié face au dollar, les spreads qui baissent. Donc ça, ce sont des signes positifs, ce sont des bonnes nouvelles pour le Brésil. Après, ça n'empêche que la situation reste quand même extrêmement difficile, au-delà de ces problèmes, prix des matières premières, ralentissement structurel. Ce qui nous importe aujourd'hui, clairement, c'est qu'est-ce que va faire le nouveau gouvernement? Est-ce qu'il va instaurer suffisamment de crédibilité pour faire redémarrer l'économie? Donc on reste très prudent sur nos prévisions de croissance. On est à moins 3,4% cette année pour le Brésil et à plus 0,6% l'an prochain. Et aussi un mot peut-être un petit peu qui peut vous intéresser, c'est on voit ces signes d'amélioration d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue global. Par contre, c'est vrai qu'on a une déconnexion des indicateurs d'un point de vue microéconomique entreprise. Pour l'instant, d'un point de vue entreprise, on ne voit pas encore des signes d'amélioration notables au Brésil. Donc on s'attend à ce que ça arrive, puisque justement d'un point de vue macro, nous on a envie de dire ça va mieux. Mais pour l'instant, d'un point de vue microéconomique, on n'a pas encore des signes très notables d'amélioration. Et enfin, pour terminer, je vais vous dire un petit mot sur la Turquie, parce que c'est également un pays où il y a eu pas mal d'actualités ces derniers temps. Alors, sur la Turquie, la croissance est en train de s'affaiblir. Donc, elle est de l'ordre de 3,1% au deuxième trimestre. Donc vous allez me dire 3,1%, c'est énorme. C'est sûr que nous, on est très loin de ces taux-là. Mais en relatif, quand on compare par rapport aux dernières années, le taux de croissance a quand même, du coup, est en train de significativement diminuer. Et on prévoit, nous, un taux de croissance aux alentours de 3% en 2016-2017. Encore une fois, c'est vraiment une baisse par rapport à ce qu'on a pu constater par le passé. Ce qui nous inquiète en ce moment, en Turquie, c'est notamment l'affaiblissement en termes de consommation privée. Parce que, comme vous le voyez... Alors sur le graphique, on a notamment le secteur touristique qui a été très affecté par la tentative de coup d'État, par les attentats, etc. Donc je pense qu'il est très parlant, le graphique de gauche. Le nombre d'arrivées de touristes est en train d'abaisser de 40% sur les derniers points. Donc quand on regarde un peu les statistiques de consommation, on voit que les ventes au détail ont baissé de 2,7% en glissement annuel en juillet. Donc les signes sur la consommation ne sont pas très positifs, d'autant plus que l'inflation repart un peu à la hausse, avec une remontée, encore une fois, très graduelle aussi du pétrole. Donc ça, c'est un point qui nous inquiète. Et les investissements, bien évidemment, enfin du côté des investissements, c'est aussi une source d'inquiétude. Dans ce contexte très dégradé, de plus en plus dégradé d'un point de vue institutionnel, climat des affaires, est-ce que les investisseurs auront toujours envie d'aller en Turquie? C'est quand même une grosse question. Par contre, on voit que la livre, malgré tout, malgré ces chocs, la livre turque reste relativement stable. C'est la courbe en bleu que vous voyez sur le graphique de droite. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif parce que le risque de change en Turquie est très important. En général, le change est très volatile parce que les entreprises sont très endettées en monnaie étrangère. Les déséquilibres sont très marqués parce qu'il y a un besoin de financement extérieur très fort en Turquie. Donc dès qu'il y a un choc un peu externe, les taux de la Fed ou autre, le change est très volatile. Donc le risque politique et géopolitique est important. Moody's vient d'ailleurs de dégrader la Turquie il y a quelques jours dans la catégorie junk, en lien avec cet accroissement des besoins de financement extérieur, ces problèmes institutionnels, parce que bien sûr, il peut être beaucoup plus difficile d'instaurer des réformes, etc. Mais bon, encore une fois, on voit peu de réactions sur le taux de change, donc ça c'est pour l'instant une bonne nouvelle, mais disons que le contexte n'est pas favorable non plus à une reprise des investissements. Et je vais terminer ici avec ce dernier slide, juste pour vous informer sur les différentes publications économiques de Coface. Donc nous, on fait à la fois du suivi risque pays et risque sectoriel, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a des fiches sur les pays, on fait des études thématiques. Par exemple, on a sorti des panoramas sur l'Afrique, on a sorti des panoramas sur la pharmacie, sur l'automobile, sur le secteur du vin, par exemple aussi. Donc on publie beaucoup de choses qui sont complètement accessibles sur le site. Ainsi que nos évaluations risque pays, bien sûr. Donc n'hésitez pas à y aller. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition pour toute question sur d'autres pays si vous le souhaitez. Donc merci beaucoup pour votre attention. Donc maintenant, je passe la parole à Patrick
Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci Marie. Alors, est-ce que ça marche? Non. Ah, si, ça va marcher, ça va marcher. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous le voyez, Pascal Bouvet du Club CIC International. D'abord, je tenais à remercier la CCI de Nice et la CCI PACA International pour cette invitation sur ces 2 belles journées. On en a déjà passé une très belle hier à Marseille, nul doute qu'on en passe aujourd'hui une nouvelle très belle ici à Nice. Donc, je vais vous parler pendant quelques minutes du développement des ventes et de leur financement. Comme vous le voyez sur le titre, évidemment, il faut développer ses ventes à l'international et on va vous montrer comment, à notre sens, on peut vous aider, nous, CIC bien sûr, mais d'autres, à le faire, et puis surtout les financer. Parce que, comme le dit le banquier que je suis, facturer c'est bien, encaisser c'est mieux. Donc le développement et le financement nous semblent essentiels à l'international et on va essayer au cours de cette rapide présentation de vous montrer à notre sens les étapes qu'il ne faut surtout pas négliger pour faire plus et mieux. Voilà, donc la première partie, ce sera le développement des ventes. Donc nous, au CIC, depuis plus de 30 ans, le Club CIC aide ses clients entreprises à se développer à travers sur une cinquantaine de pays avec ses bureaux de représentation. Et on a l'expérience donc de PME qui viennent nous rencontrer nos experts pays, nos représentants, avec une stratégie qui n'est pas claire, voire qui est inexistante. Donc, choisir une stratégie ou un business model, ça nous semble essentiel. Parce qu'on ne va pas attaquer l'international comme le domestique. C'est le plus important des contresens qu'on peut voir. Et ce contresens, souvent, il est funeste pour le développement des ventes. On a vu ces jours derniers, on a fait pas mal de rendez-vous, on voit des gens qui veulent attaquer pour une PME, une trentaine de pays en même temps. Évidemment, ça nous semble complètement illusoire, mais on le voit. Où on voit des gens qui attaquent tous azimuts avec tous les produits de la gamme. À notre sens, il faut vraiment réfléchir sur la stratégie et se poser un moment et se dire, à l'aide, encore une fois, vous voyez en rouge, vous avez une petite phrase qui résume un peu chaque slide. Il faut être accompagné à ce niveau-là et demander conseil pour affiner son business model. En corollaire, vous avez un budget prévisionnel à planifier. Il faut se dire que l'export, c'est un investissement moyen terme. Même si vous ne l'avez pas inscrit à l'actif de votre bilan, l'export va vous coûter de l'argent. Donc c'est un investissement. Il faut donc le planifier. Parce que vous allez avoir, vous le voyez, en reprenant quelques-uns, des coûts de prospection, c'est évident, de promotion très souvent, de distribution, d'implantation, ainsi de suite. Vous allez avoir de sites internet, de transport, de salons, que sais-je. Tout ce budget souvent est bien minoré, et trop minoré, et souvent pas planifié. Là aussi, c'est à notre sens, il ne faut pas hésiter à avoir large. On ne va pas au Japon avec 10 000 euros, mais on le voit. C'est d'expérience, je veux dire. Donc là aussi, cette planification de budget, ça nous semble essentiel, d'autant plus que vous avez la ligne du dessous, l'assurance prospection COFAS, qui est un outil merveilleux, qui va vous permettre justement de financer, en tout cas, votre développement international. Donc on est à votre disposition pour faire ces dossiers d'assurance prospection. Et vous pouvez en plus, si vous faites plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, nous demander un financement d'assurance prospection, ce qu'on appelle le FAP, qui va en plus éviter toute sortie de trésorerie. Donc vous voyez, vous avez les outils existants pour, je dirais, financer pour votre plan de développement. Donc surtout ne le minorez pas et surtout élaborez-le en amont avec des professionnels pour, je dirais, aborder dans les meilleures conditions l'international et l'export.
Il faut savoir qu'au CIC, c'est ce petit quart d'heure de prosélytisme. Nous faisons 50% des FAP au niveau national, donc c'est un domaine qu'on maîtrise plutôt bien. Voilà. Et le dernier point, qui est plus œcuménique, c'est s'entourer des professionnels de l'export. Ça nous semble essentiel. Je veux dire, quand on est une PME, et même pour certaines ETI, il est toujours plus rapide et important d'avoir des gens, des locaux et des professionnels qui vont aider je dirais, à éviter les pièges et surtout à vous faire gagner du temps, quoi. Et donc, le temps étant de l'argent, le banquier est content. Voilà. Donc, on a vu comment se développer très rapidement. On a vu comment se développer, quelles sont, à notre sens, les manières je dirais, de mettre tous les atouts de son côté pour augmenter ses ventes. Après, il y a un autre point qui est important, et c'est le financement. Et là encore, je reprends ma casquette de banquier et vous voyez qu'on va parler risques. Alors Marie-Albert a parlé des risques pays, je ne vais pas revenir dessus, a brillamment exposé ce qu'il en était. C'était évidemment essentiel, bien sûr, parce que derrière, on va mettre en place des outils de paiement qui vont être liés au système bancaire des pays dans lesquels vous allez vouloir exporter. Et donc, une banque ne peut pas être mieux cotée que le pays auquel elle appartient, évidemment. Donc c'est essentiel de suivre ça. Donc, vous avez un risque pays, on en a parlé encore une fois, un risque banque, qui est exactement le même que celui qui peut exister sur un risque entreprise. Il y a quelques temps, je crois au mois de juillet, la Chase Bank du Kenya a déposé le bilan. Donc, si vous aviez une garantie internationale d'un de vos clients kenyans émise par la Chase Bank, vous avez tout perdu. Voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. C'est pas une idée en l'air du banquier pour se faire plaisir. Ça existe, et c'est pour ça que c'est important de venir en amont nous voir, nous rencontrer, pour mettre ça en place avant d'exporter. Évidemment, le troisième risque, c'est le risque corporate sur l'entreprise, mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez et que nous, banquiers, nous connaissons, bien évidemment. Mais je dirais, il peut être transféré sur la ligne du dessus, sur le risque banque, en mettant les bons outils à disposition de l'entreprise. Il y a un quatrième risque qu'on élude souvent, mais qui existe, qui est le risque de change. Qui peut être important parce qu'il peut contraindre l'entreprise il peut faire en sorte qu'un contrat devienne une catastrophe si le risque de change est mal évalué. Et pour tout ça, on a des gens en salle de marché qui sont capables, je dirais, de vous prémunir ou au moins de limiter le risque potentiel sur cet aspect. Tout ça, tous ces risques-là, ils doivent être, je dirais, vus en amont dès la négociation commerciale. C'est toujours le commerce qui peut gérer tous ces risques-là. Trop souvent, on voit des entreprises venir nous voir avec un contrat mal ficelé, voire un contrat inexistant, international. Alors, pour un banquier, ça fait peur. Parce que le banquier voit tout de suite tous les risques du dessus. Et il se dit, tous les risques sont là. J'ai vu cette semaine, j'étais avec notre représentant en Inde, quelqu'un qui exportait un client indien avec un contrat qu'il avait passé il y a quelques années avec un Russe qu'il avait traduit en anglais. C'est un peu effrayant, non ? Dit comme ça, eh bien, ça ne le gênait pas. Donc, on a les moyens... on a les moyens non pas de vous faire parler, mais surtout on a les moyens de mettre en place un contrat international qui va vous permettre, je dirais, de border tous ces risques-là. Les risques commerciaux et donc les risques financiers inhérents. Tout ça existe, est connu, reconnu, et donc je trouve que c'est vraiment dommage et risqué, bien évidemment, de ne pas faire appel à ces outils qui sont bien connus. Notre expertise va sur, je dirais, cet accompagnement qui va vous permettre, donc comme vous l'avez vu, du développement des ventes jusqu'à la négociation commerciale et à la livraison et donc à l'encaissement,
de faire en sorte qu'une opération se mène à terme et se mène bien. Alors, il y a plusieurs types de crédits, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un crédit va être adapté, encore une fois, je dirais, au contrat commercial, bien sûr, à la négociation en cours. Il ne va pas y avoir les crédits que nous avons listés et sur lesquels je vais revenir sont bien sûr pas adaptés à toutes les négociations, à tous les produits. Mais par contre, chaque négociation commerciale, chaque produit, chaque mode de distribution va trouver son financement adéquat, en limitant encore une fois l'ensemble des risques que j'ai pu lister juste auparavant. Donc, le premier, c'est le préfinancement. Ça s'adresse plutôt aux constructeurs, aux fabricants. Et encore une fois, avec la COFAS, on peut mettre en place, pendant la phase de construction, sur un appel d'offres gagné au Brésil ou je ne sais pas où vous voulez dans le monde, un préfinancement qui va vous permettre d'amorcer, je dirais, la construction de votre machine-outil, par exemple. C'est un exemple. Après, vous avez, je dirais, le produit phare, connu, reconnu, qui existe depuis très très longtemps. Le CREDOC, le crédit documentaire. Alors, je suis toujours étonné, ça effraie toujours autant, alors que c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé depuis des dizaines d'années et au-delà. Et donc, le CREDOC, le crédit documentaire, qui est un échange de paiement contre document, marche parfaitement, est parfaitement normé. Et donc, vous avez un spécialiste dans la salle que je vous présenterai tout à l'heure. Et donc, à partir de là, ce CREDOC doit être utilisé au maximum, tant à l'import qu'à l'export. Il effraie toujours, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vrai qu'il y a une technicité dessus, mais on peut l'acquérir sans problème. Et d'ailleurs, nous, on fait des formations à ce sujet-là pour que nos clients soient familiarisés avec ce CREDOC. Et lui vous sécurise entièrement, tant en termes de paiement que de livraison, de qualité éventuellement. Enfin, on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Après, vous avez la confirmation du CREDOC qui fait qu'en fait, vous transférez le risque de la banque de votre acheteur sur votre banque. Et quand c'est le CIC, pas de stress test. Pas de stress, les stress tests sont très bien passés. On est la banque la plus solide d'Europe, je me permets de le dire. Voilà. Donc, après, vous avez le forfaiting qui va être en fait un escompte de CREDOC confirmé ou de traite avalisé qui va vous permettre de vous mettre l'argent de votre vente export à disposition immédiatement, moins les frais d'escompte, pas assez élevés la plupart du temps. Et puis derrière, vous avez deux crédits. Le crédit acheteur et le crédit fournisseur. Alors, le crédit acheteur s'adresse plutôt à des ETI, parce qu'on n'en fait pas au-dessous de 5 millions d'euros, et il va permettre de financer l'acheteur local, avec la COFAS encore une fois, l'acheteur local d'un bien qui est la plupart du temps un bien d'équipement. Par contre, le crédit fournisseur, nous, CIC, nous avons un savoir-faire tout particulier sur l'escompte de crédit fournisseur COFACé, encore une fois avec nos amis de la COFAS, n'est-ce pas ? Et donc, cet escompte de crédit fournisseur COFACé, pour les vendeurs de biens d'équipement, en général, c'est plutôt, ça s'adapte à ce type de négociation commerciale. Ce crédit fournisseur va permettre de vendre à l'exportateur français, de vendre à tempérament. Souvent, la concurrence étrangère propose des ventes avec financement inclus. C'est la réponse que le CIC, avec la COFAS, a pu apporter à ce type de financement. Et donc, pour des crédits supérieurs à 24 mois, on va mettre en place, c'est des dossiers lourds, c'est pas un dossier de crédit bail pour un kangou, c'est plus lourd. Mais pour une convention tripartite entre la COFAS, vous-même et nous, va être passée, et donc qui va permettre à l'exportateur français de biens d'équipement d'encaisser immédiatement, moins les frais d'escompte, d'encaisser immédiatement le produit de la vente.
Et ce sera nous-mêmes avec la COFAS qui nous chargerons du recouvrement si éventuellement il y avait des problèmes de paiement. Donc vous voyez, c'est un produit qu'on a lancé il y a plus de 5 ans et on travaille sur des destinations, pas mal sur l'Amérique du Sud en effet, parce que le coût du crédit est élevé, Marie-Albert en a parlé, en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Et donc on travaille pas mal, mais pas uniquement, on travaille pas mal au Mexique, au Brésil et dans d'autres pays avec ce type de produit et qui permet à nos clients de remporter des appels d'offres importants parce qu'il faut proposer à l'acheteur mexicain un financement pour vendre sa machine-outil, par exemple. Et enfin, on finit par deux grands classiques, on va dire, qui s'adaptent là à des plus petites factures en général et assez récurrentes. La mobilisation de créances nées et la facturage, qui vont en fait financer, je dirais, les ventes et les factures que vous allez pouvoir émettre sur un client étranger, sur votre client étranger, au fil de l'activité. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il y a un crédit pour chaque type de vente à l'international. Et donc, comme on l'a vu précédemment, vous avez vu que tout s'imbrique, et bien sûr, vous pouvez, à partir du contrat commercial, vous allez pouvoir mettre en place toute une stratégie pour pouvoir encaisser vos ventes à l'international. Et je crois que c'est bien l'intérêt de la démarche. Et c'est pour ça que nous, on intègre aussi bien le développement que, bien sûr, ce qui fait l'essence de notre métier, c'est-à-dire le financement. Alors, la dernière slide, ça va être pour présenter nos amis qui sont dans la salle et qui sont là aujourd'hui et pour répondre à vos questions. Certains d'entre vous ont des rendez-vous déjà. Donc, notre représentante à Montréal, Anaïs Potier, je vais lui demander de se lever. La voici. Voilà. Donc, Géraldine Dibon de Londres. Xavier Emery de New York. Voilà. Et puis, l'homme de l'art, Daniel Villard, que certains nombre d'entre vous connaissent. Daniel Villard, le chargé d'affaires international du CIC, ici sur Nice. Donc, on est à votre disposition et à très bientôt, évidemment, sur notre stand. Voilà, merci. Donc là, nous avons fini. Maintenant, les ateliers vont commencer. Vous avez 2 ateliers en simultané, un atelier Asie et un atelier Moyen-Orient. Je vous souhaite une journée très fructueuse et de faire beaucoup d'affaires. Ça nous fera très, très plaisir. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.